Merci de l'attention que vous nous accordez, Madame, Monsieur. Cette émission est enregistrée alors que l'Assemblée nationale a donné 48 heures au ministre d'État en charge de la décentralisation et des réformes institutionnelles, Azarias Rouberois, pour donner réponse aux questions des députés nationaux. Pendant ce temps, nous donnons aussi la parole à d'autres originaires des Minembwe, à l'instar de Rouberois, pour rencontrer les mêmes préoccupations. C'est pourquoi nous recevons sur ce plateau Alexis Guissaro, mandataire public honoraire. Il est aussi fils de celui qui peut être considéré comme l'un des porte-étendards de la cause Banyamulenge, à savoir Isaac Frédéric Guissaro Mouza. Paix à son âme. Merci d'avoir accepté notre invitation, Alexis Guissaro. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Vous êtes aussi notable de la communauté Banyamulenge, bien entendu. Nous prendrons 1h30 sur ces sujets en espérant l'épuiser au moins avec notre invité. Pour des raisons d'organisation de l'antenne, cette émission sera donc découpée en 2 numéros. Cette première partie de l'émission sera donc consacrée à l'actualité et la deuxième partie sera un retour historique. Alors, première question, Alexis Guissaro, selon les députés nationaux Mouindo Nzangi, la commune rurale de Minembwe s'est retrouvée frauduleusement sur les décrets du Premier ministre Matata Ponyo. Qu'en dites-vous? Bien, d'abord, laissez-moi vous remercier encore une fois de plus pour cette occasion que vous nous donnez d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur, appelons ça cette crise. Une crise qui, pour moi, n'en est pas une. On a l'impression que c'est une tempête dans un verre d'eau. Mais pour rencontrer votre première question, je dirais que je préfère laisser à monsieur ou à l'honorable Mouindo Nzangi la responsabilité de ces propos-là. Mais pour nous, membres de la communauté Banyamulenge, nous sommes une des communautés de la République démocratique du Congo. Et en tant que telle, nous jouissons de mêmes droits et devoirs que toutes les autres communautés de notre pays. Nous considérons donc que la politique de décentralisation qu'a entamée le gouvernement de notre pays, cette politique est censée toucher à toutes les parties de notre pays. Et le territoire de Fizi, d'Ouvira et de Mwenga, dont les Banyamulenge sont originaires, ne fait pas exception à la règle. Pour ce qui concerne la commune rurale de Minembwe, qui est dans le territoire de Fizi, il a fait l'objet, avant la création bien sûr, avant le décret 2013, d'une étude. Si vous suivez le processus de création d'une commune, donc d'érection d'une agglomération en commune rurale, vous verrez qu'effectivement, Minembwe a suivi les étapes. Alors, dire que c'est frauduleux, ça voudrait dire que les dirigeants ou les personnalités publiques qui ont eu à signer ce décret ont posé un acte frauduleux. C'est-à-dire que c'est à eux qu'il faut poser la question de la responsabilité s'ils estiment que l'acte qu'ils ont posé est frauduleux. En ce qui nous concerne, communauté, nous nous réjouissons de l'avènement de cette commune rurale parce qu'elle est dans la droite ligne de la décentralisation dont l'objectif est de rapprocher la population des services de l'État. C'est ça l'objectif, rapprocher les administrés de l'administration. Donc, à ce titre-là, en tant que communauté bénéficiaire, nous ne pouvons que nous en réjouir. Quant à la responsabilité de l'acte,
il faut encore le démontrer qu'il y a eu fraude, nous estimons qu'il y a des personnalités publiques à qui on devrait poser la question plutôt que de poser la question à la communauté bénéficiaire que nous sommes. Parce que vous risquez aussi d'être jugé parti, hein, quelque part. Écoutez, vous n'allez pas demander à un bénéficiaire de rejeter un bénéfice qui lui a été accordé. Donc, oui. En ce qui nous concerne, c'est une affaire qui concerne les personnalités publiques et en tant que communauté, nous disons et nous répétons une fois de plus que c'est un droit qui entre dans la droite ligne de la politique du gouvernement. D'ailleurs, une politique qui est couchée dans notre Constitution. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, bon, c'est parmi les irrégularités constatées. Il y a aussi le fait que cette commune a été... le bourgmestre avait pris fonction depuis 2019. En tout cas, selon ce que dit le ministre provincial de l'Intérieur du Sud Kivu. Et on ne trouvait pas la nécessité d'installer ces bourgmestres fin 2020. C'est quoi cette forme d'agitation? Nous sommes les premiers étonnés. Parce que il faut suivre le processus. Ce qui surprend, c'est de voir justement le tollé que ça crée aujourd'hui, alors que cette commune d'abord existe depuis 2013. N'est-ce pas? Par le décret du Premier ministre. Oui, bien sûr. 2015, surséance du décret. Et là, il ne faut pas que les gens confondent. Ce n'est pas la surséance de l'érection de la commune de Minembwe, c'est la surséance de tout le décret, sur tout le pays. Tout à fait. Levée de la surséance en 2018, nomination en 2018 toujours, et notification en 2019. Donc, l'acte d'installation est un acte qui vient à la suite de différents actes qui ont été posés, des actes administratifs. Alors, pourquoi le fait de l'installation, qui est l'aboutissement en fait de tout ce processus, doit poser problème, un problème qui n'a pas été posé dans les étapes précédentes que je viens d'énumérer? C'est ce qui surprend. La création, il n'y a pas eu d'émoi au sein de la population, ou même au sein des politiques. Nomination, pas d'émoi. Notification, pas plus. Et c'est au moment de l'installation que les gens se réveillent. Ça surprend. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi c'est cet acte, qui est l'acte, je veux dire, le plus simple de tous ces actes qui sont là, un simple acte administratif, parce que finalement, l'installation, c'est quoi? C'est la lecture d'un PV. Tout simplement. Et croyez-moi, cette cérémonie n'a pas pris 30 minutes. Oui, mais c'est peut-être aussi le fait qu'il y ait déplacement des autorités politiques et des diplomates pour un acte, j'allais dire, ordinaire, déplacer un ambassadeur, déplacer un ministre d'État, fût-il de la communauté, déplacer des membres du gouvernement central, du gouvernement provincial. Tout cela avait donné un côté solennel, déplacé pour un événement ordinaire. Donc, du coup, pour certains, il y avait anguille sous roche. Bien, monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire qu'il faut restituer la vérité. Il faut restituer la vérité et ne pas laisser que notre population tombe dans l'intoxication. La première des vérités à restituer, c'est que l'ambassadeur des États-Unis, parce que c'est de lui qu'il est question, oui, bien sûr, lorsqu'on parle des diplomates, n'était pas à Minembwe au moment de l'installation des animateurs. Il n'était pas à Minembwe. Il a visité Minembwe 2 jours après. Donc au moment où la délégation dont vous parlez, composée de 2 ministres du gouvernement, composée de députés nationaux, composée
d'autres autorités du pays étaient à Minembwe, l'ambassadeur des États-Unis n'y était pas. Il est venu 2 jours après, la commune était déjà installée. Donc il faut d'abord que cette chose soit connue. Il s'agit là d'un mensonge qui a été monté pour enflammer davantage notre opinion. Et il y a des images, des vidéos qui peuvent en témoigner. Donc il n'y avait pas d'ambassadeur à ce moment-là pour accréditer ce fameux complot international dont on parle. Balkanisation, ainsi de suite. Il n'y avait pas d'ambassadeur. Il faut que cette chose soit connue et que cette vérité soit restituée à notre population. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, à savoir la présence des membres du gouvernement, la présence des autorités autres que vous avez énumérées, bien, je suis membre de la communauté Banyamulenge. Je ne suis pas ici comme porte-parole du membre du gouvernement qui est le ministre d'État à qui on attribue, comment dirais-je, l'installation. Mais si je dois me référer à ses explications, parce qu'il a donné une conférence de presse pour éclaircir l'opinion sur la question. Il a dit qu'il était porteur d'un ordre de mission, un ordre de mission qui l'autorisait à accompagner le ministre de la Défense qui était à la tête d'une délégation qui parcourait le pays dans certaines zones de conflit bien identifiées et pour une caravane de paix. Donc il était en train de visiter, et il a visité successivement l'Ituri, ensuite Beni et enfin Minembwe, qui sont les 3 zones aujourd'hui qui constituent véritablement des zones qui préoccupent en termes de sécurité au niveau du pays. Donc, d'après ses explications, il a reçu mandat, cela a été discuté au Conseil des ministres, cette autorisation lui a été accordée au Conseil des ministres, et donc, à l'étape de Minembwe, pas aux autres étapes, à l'étape de Minembwe, le ministre de la Défense a sollicité sa présence comme étant originaire du coin, pour pouvoir l'aider dans sa quête du retour de la paix, du retour de la sécurité. Donc, il faut dissocier les deux choses. L'installation de la commune et la présence de ses autorités, c'est 2 choses différentes, même si ça se retrouve dans le même lieu géographique qui est Minembwe. Donc, pour nous, membres de la communauté, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a eu installation de la commune, et si au même moment nous avons été honorés par la présence justement de cette délégation de haut rang, mais ça ne remet pas en question la commune. Parce qu'aujourd'hui, le débat, c'est lequel? Le débat, c'est lequel? Aujourd'hui, on revient sur la validité même de cette commune. Oui. Et c'est ce qui surprend. Si, par impossible, on voudrait attribuer, mettons, appelons ça une maladresse ou une faute, je ne sais pas comment, au ministre de la décentralisation, mais je crois qu'il y a une instance, qui est le gouvernement, qui l'a envoyé à apprécier ses actes en tant que ministre. Mais pourquoi faut-il associer les actes du ministre à la commune? Mais est-ce que vous savez que le ministre provincial de l'Intérieur a remis en cause les affirmations du ministre d'État en charge des réformes institutionnelles qui insinuerait le fait que, en réalité, c'était une décision du gouvernement provincial. Et donc, le ministre provincial du Sud Kivu a dit que ce n'était pas le cas. Et une manière de démontrer que c'est les ministres d'État Roubaix qui a manigancé tout ça. Bien, je ne suis pas au courant de cette information, mais à ce que je sache, moi, la vidéo que j'ai suivie personnellement, et elle date d'au moins 10 jours, lorsque cette polémique a commencé, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur
de la province du Sud Kivu déclarait que cette cérémonie a été faite devant le gouverneur du Sud Kivu, et il n'a pas cité le nom du ministre de la décentralisation. Je l'ai entendu de mes oreilles. Si aujourd'hui il revient sur ses propos, alors à quel type Il est revenu, revenu en tout cas, il l'a dit en réaction au passage du ministre d'État à l'Assemblée nationale. Oui, mais le ministre d'État, qu'a-t-il dit? Il a dit qu'effectivement, la cérémonie d'installation s'est faite par le ministre provincial devant le gouverneur. Il n'a pas dit quelque chose de différent par rapport à ce qu'il avait annoncé avant. Donc si aujourd'hui le ministre provincial, selon l'information que vous me donnez, le ministre provincial de l'Intérieur change de version aujourd'hui, je me pose la question à quel type d'homme d'État nous avons affaire. Mais pourquoi est-ce que le ministre d'État doit-il se déplacer pour l'installation d'un bourgmestre? Vous avez dit qu'il était là sur demande... Pour la caravane de la paix. Oui, du ministre, mais c'était vraiment nécessaire. Mais comment on peut parler de nécessité lorsque il y a une coïncidence? Oui, parce que d'aucuns considèrent aujourd'hui les ministres d'État comme étant simplement les ministres de sa communauté. Pourquoi? Oui, mais parce que quand vous regardez l'essentiel de sa préoccupation, c'est d'abord la communauté, la sauvegarde des intérêts de la communauté. C'est ce qui paraît comme un peu une sorte de filigrane sur ses actions. Non, je pense restons honnêtes dans ce que nous disons. Si on parle de Minembwe aujourd'hui et qu'effectivement la présence du ministre d'État semble émouvoir les gens, mais ce n'est pas la seule activité de son mandat. Combien de conférences il n'a pas organisées, combien de déplacements il n'a pas fait dans les autres provinces du pays. Plusieurs fois, il est ministre de la décentralisation. Il est en charge de la politique du gouvernement en matière de décentralisation. Si mes souvenirs sont bons, il a dû faire un déplacement, je pense que c'était dans la province du Kasaï ou dans la province orientale, il n'y a pas longtemps, en rapport avec la décentralisation. Il a reçu les gouverneurs il n'y a pas longtemps de province sur ces questions. Donc, il ne se préoccupe pas que de la question de Minembwe. D'ailleurs, la question de l'installation de Minembwe ne vient de se faire qu'au mois de septembre. Or, il est membre du gouvernement depuis quand? C'est la 4e année, je pense. Oui. C'est depuis 2016. Vous n'allez pas réduire son mandat uniquement à l'installation de Minembwe. Ça serait franchement, pas correct de voir les choses de cette façon. Il est membre du gouvernement, il participe aux réunions du gouvernement, il mène la politique du gouvernement dans ce domaine-là. Donc, ne réduisons pas son action uniquement à l'installation de Minembwe. Ça ne serait pas juste. Êtes-vous au courant que pour des députés nationaux, Minembwe, aujourd'hui, c'est une sorte de... Comment ils ont appelé ça? Les Soto. C'est-à-dire un État dans un État et qui a de fortes chances à ce que Minembwe suive l'exemple du Lesotho en devenant un État dans l'État de la République démocratique du Congo. Bien. Pour que je puisse bien répondre à cette question. Parce que ça a été aussi dit à l'Assemblée nationale. Justement, pour que je puisse bien répondre à cette question, je crois que c'est l'honorable Bazaïba qui l'a dit. Oui, je l'ai suivi personnellement. Ouais. Alors, je pose la question. Quel est l'acte qui a été posé qui va dans le sens de la lesothisation de Minembwe? Citez-moi un seul acte posé, soit par l'État congolais, soit par la communauté, qui va dans le sens de faire de Minembwe Lesotho. Nous ne pouvons pas nous laisser aller à des conjectures, à des formes, passez-moi l'expression, de masturbation intellectuelle. Si les gens sont en train de fantasmer sur le fait qu'on peut créer un Lesotho, moi je les laisse à leur fantasme. Je leur pose la question de savoir, dites-moi l'acte
posé, le premier acte ou le début d'acte qui a été posé. Il y a combien de communes rurales qui ont été créées? Plus que 200. Combien d'entités entités décentralisées ont été installées? La ville de Bukavu, la ville de Baraka, la ville d'Uvira, la ville de Kamituga, toujours dans le sud Kivu. Et c'est exactement le même acte qui a été posé pour Minembwe. Alors, pourquoi, dans le cas de Minembwe, on parle de Lesotho? Et suivez bien le raisonnement de l'honorable Bazaïba. Elle dit, vous avez posé la problématique de la nationalité, on vous l'a accordé. Aujourd'hui, vous posez un problème de terre. Alors demain, qu'est-ce que vous allez demander? C'est ça son raisonnement. Ben oui. Ben voilà. Alors, quel est le soubassement de ce raisonnement? Le soubassement de ce raisonnement, c'est de dire que les Banyamulenge ne sont pas congolais. Je pense que les Banyamulenge sont des Congolais de seconde zone. Voilà ce que on peut lire en filigrane. Oui, mais vous êtes des Congolais. Laissez-moi terminer. Non, vous avez parfaitement raison. Parce vous êtes des Congolais de seconde zone. Oui. Donc, on vous a donné, on vous a toléré sur le sol congolais en vous accordant la nationalité par gentillesse. Maintenant, vous demandez des terres. Jusqu'où vous voulez aller? Alors, donc, ça veut dire qu'ici, sur le sol congolais, il y a des citoyens tolérés, des citoyens de seconde zone et des citoyens congolais, les véritables ayants droit. Et nous ne sommes pas comptés parmi. Voilà ce que moi j'appelle les germes de la division. Ce genre de discours, lorsqu'ils sont développés par des personnalités publiques, des représentants du peuple, devant la représentation nationale, et que cela est retransmis sur nos télévisions, sur les réseaux sociaux, imaginez l'impact que cela fait dans l'imaginaire du Congolais. Nous allons peut-être parler de cet aspect, c'est très grave, l'approfondir dans la deuxième partie de l'émission. Mais il est clair que pour tous ces intervenants, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Eh bien justement. Alors, je me pose la question véritablement, de savoir si les Banyamulenge ne sont pas Congolais, alors comment vous pouvez expliquer qu'il y ait des élus du peuple qui soient Congolais? Qui sont des Banyamulenge. Qui sont Banyamulenge, bien sûr. Je parle des Banyamulenge. Oui, d'ailleurs, j'avais prévu de vous poser la question de savoir... Vous pouvez m'expliquer comment, dans ce pays, il y a des ministres qui sont Banyamulenge, dans le gouvernement de la République, dans les gouvernements provinciaux? Vous pouvez m'expliquer comment il y a des Banyamulenge qui sont officiers, généraux, officiers supérieurs, et ainsi de suite, Quelqu'un que j'avais reçu sur ce plateau a dit que le Banyamulenge, il y a ceux qui ont la nationalité congolaise parce qu'ils l'ont demandé. Mais ce n'est pas pareil pour tout le monde. Il faut demander. Peut-être que ceux-là, ils ont demandé la nationalité congolaise. J'en rigole. Je les connais tous. Hein? Je les connais tous. Tant les membres du gouvernement que les officiers généraux, ainsi de suite. Pas un seul parmi eux n'a demandé la nationalité parce que la nationalité congolaise de la communauté Banyamulenge est une nationalité d'origine. Vous allez nous les expliquer ça tout à l'heure. Mais bon, il y a peut-être, vous avez évoqué ici toutes ces villes créées, toutes ces autres communes rurales créées par le décret de 2013. Mais on n'a pas vu autant de frénésie par les bénéficiaires que les cas des Minembwe. On dirait que Minembwe était une sorte de trophée pour rentrer même dans la logique de ceux qui considèrent qu'ils parlent de Lesotho. Eh bien, Minembwe validerait une partie de la procédure parce que ce serait maintenant une entité reconnue légalement, quitte à ce que plus tard,
comme les Banyamulenge posent toujours des problèmes identitaires, ils peuvent dire c'est notre chez nous. Si vous ne voulez pas de chez nous, de nous chez vous. Non, d'abord, il faut expliquer une chose. C'est que la commune rurale de Minembwe n'est pas une propriété des Banyamulenge. Il faut vraiment qu'on fasse la différence. La commune rurale de Minembwe est habitée par les Banyamulenge, effectivement, mais il y a aussi des Bashi, il y a aussi des Babembe, il y a aussi des Nyindu, il y a aussi des Bafuliro. Oui. Et d'ailleurs, les bourgmestres adjoints, il doit être Moufuliro, je crois. Il est Moubembe. Moubembe. Il est Moubembe et le secrétaire est Moufuliro. Ah oui, voilà, justement. Donc, en termes de représentativité des populations qui vivent à Minembwe, il y a une représentativité de toutes les communautés qui sont là. Donc, dire aujourd'hui que parce qu'on a accordé la commune rurale de Minembwe, ça va donner des velléités, comme vous venez de le dire, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Simplement, comme je le dis, c'est une communauté, c'est un milieu qui habitait. D'ailleurs, je voudrais préciser une chose à cet effet. Vous savez que dans le centre de Minembwe, le commerce est essentiellement détenu par la communauté Bashi. La communauté Banyamulenge est essentiellement une communauté d'éleveurs. Ce qui nous intéresse, l'activité principale que nous avons, c'est une activité d'élevage, des bovins, ainsi de suite. Mais ceux qui exercent le commerce, qui font du commerce leur activité principale, ce n'est pas les Banyamulenge. Ce sont les Bashi qui sont là. Les Bafuliro aussi. Donc, qu'on arrête un peu de vouloir faire de cette affaire de Minembwe l'affaire uniquement des Banyamulenge, même si nous sommes majoritaires dans ce coin. C'est vrai que nous sommes majoritaires, nous ne le contestons pas, mais nous cohabitons avec les autres communautés. Justement, est-ce que c'est... Quand vous regardez, la plupart de ceux qui posent le problème des Banyamulenge, c'est vrai, il y a quelques personnalités de l'Ouest, mais moi je veux dire beaucoup plus pour des positionnements politiques. Mais l'essentiel de la contestation provient des personnalités du Nord et du Sud qui vous... Et donc, qui vous fréquentent. Et donc, on se prend à dire, tiens, mais si eux le disent, c'est qu'ils connaissent mieux, ils sont avec eux depuis tout ce temps, donc ils savent de quoi ils parlent. Qui a tué Jésus? Qui a tué notre Seigneur Jésus? Je ne comprends pas. N'est-ce pas ses frères juifs? Ah. N'est-ce pas? Les Romains n'ont fait qu'exécuter une demande des Juifs. Et voilà, je vous donne cette image pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Ceux qui nous connaissent le mieux, nos frères du Sud Kivu, nos frères du Nord Kivu, ce sont effectivement les premiers. Et quand je dis nos frères, je ne voudrais pas généraliser parce que ça ne serait pas juste d'attribuer ce type de comportement à tous nos frères. Je veux parler des politiciens. Des politiciens en quête de positionnement, qui utilisent cet argument comme un argument de positionnement politique. On sait très bien que la question des terres, la question de la nationalité, la question de l'appartenance de notre pays est une question qui, bien sûr, soulève des passions. C'est tout à fait normal. Lorsque vous dites à quelqu'un « j'ai une parcelle », n'est-ce pas? Vous me dites « non, il y a X, Y personnes qui a des velléités de vous déposséder d'une partie de votre terre ». Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, le réflexe, c'est un réflexe, comme nous le voyons tous, un réflexe d'autodéfense en disant « non, cette terre m'appartient, cette terre ne peut pas partir ». Et c'est à ce jeu-là que les politiciens jouent. Parce qu'effectivement, dire aujourd'hui vous avez la nationalité, demain vous demandez des terres pour partir avec. Non pas pour qu'on la partage, mais pour la déposséder des autres. C'est ça l'idée derrière. Donc ça voudrait dire que si on veut faire croire aux Congolais qu'une fois que Minembwe
aujourd'hui est commune rurale, les autres Congolais ne pourront pas y séjourner, ne pourront pas y vivre. Ça sera uniquement les Banyamulenge. Ce qui est faux. Depuis des décennies, depuis, je veux dire, des décennies et des décennies, les gens des différentes communautés cohabitent à cet endroit. Je crois que nous aurons l'occasion d'en parler un peu Oui, davantage oui, dans la partie historique. Oui. Mais je vous dis, et je le répète, qu'il n'y a pas de raison de faire de cette affaire l'affaire uniquement des Banyamulenge, parce qu'ils ne sont pas les seuls qui y habitent. Alors, comment réagissez-vous à la décision du chef de l'État de surseoir justement à l'installation du bourgmestre et tout ça? Bien, le chef de l'État est dans son rôle. Il est le garant de la stabilité des institutions, il est le garant de la paix. Et devant une situation qui devenait explosive, je pense que le chef de l'État, dans son rôle, a pris la décision, et il l'a bien dit, que l'objectif est de calmer les tensions. L'objectif est de ramener un peu les débats dans ses justes proportions. Donc, il faut bien comprendre que la décision du président ne va pas dans le sens d'annuler la commune de Minembwe. N'est-ce pas? Il a parlé de l'installation. D'aucuns les lisent comme cela. Eh bien, justement, ce sont les extrémistes. Ce sont les extrémistes qui voient dans la décision du président de la République une décision qui va dans le sens de calmer les tensions que cette affaire a suscitées, qui trouvent en cela l'occasion de revenir sur des débats dépassés, des débats révolus sur la nationalité, sur l'appartenance de la communauté Banyamulenge à la nation congolaise. Mais ce n'était pas ça le dessein du président de la République, et il a été très clair dans ses propos en disant qu'il n'est pas ici question de rejeter une communauté par rapport à une autre. Il a dit que l'objectif, c'était justement de ramener la paix dans le pays, et pour cela, il a annulé uniquement le processus au niveau de l'installation. N'est-ce pas? Au niveau de l'installation. Ça veut dire qu'il n'a pas remis en cause la nomination du bourgmestre, il n'a pas remis en cause la notification du bourgmestre et encore moins la création de la commune. C'est comme ça qu'il faut lire la décision du président de la République. Cela me semble clair. Bon, d'autant plus que le président de la République avait pris le courage, entre guillemets, d'affronter la diaspora congolaise en Angleterre, en affirmant que les Banyamulenge sont des Congolais. Et vous savez les tollés que cela avait suscité. Oui, mais cela participe justement à cette campagne, à cette propagande politicienne des politiciens, malheureusement, de nos provinces. Sud Kivu, Nord Kivu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui attisent justement les passions en disant, en faisant je vais dire, un raccourci très facile. Le raccourci très facile, c'est de dire que la seule ethnie qui est censée vivre en RDC serait l'ethnie bantou. Ou du moins ce qui leur ressemble. N'est-ce pas? Oui. Or, nous avons appris dans l'histoire, je crois que nous avons tous étudié ici en République démocratique du Congo, en tout cas c'est mon cas, depuis ma gardienne jusqu'à la fin de mes humanités, qu'il y a 4 souches ethniques au Congo. Les Soudanais, les Bantous, les Pygmées et les Nilotiques. Qui sont les Nilotiques? Qui sont les Nilotiques? Les Nilotiques, justement, c'est cette communauté à laquelle la communauté Banyamulenge appartient à cette souche ethnique-là. Et nous l'avons appris dans notre histoire. Alors que lorsque le président de la République, dans son rôle, toujours, dit les Banyamulenge sont des Congolais, ça soulève effectivement des réactions, comme vous avez pu le voir, simplement à cause de, permettez-moi l'expression, hein, j'aime bien quelquefois faire référence à la Bible, lorsque il est écrit quelque part que
mon peuple meurt faute de connaissance. Nous avons une connaissance, mais je veux dire tronquée, de notre propre histoire. Particulièrement en ce qui concerne nos frontières, les populations qui vivent dans nos frontières. Les frontières de l'Est ou toutes les frontières de manière générale? Mais les frontières de l'Est posent problème parce qu'effectivement, là, vous avez des populations qui, de manière physique, de manière évidente, sur base de leur physionomie, sont différentes des autres. C'est pour cela que ça pose problème. Nous avons ce même problème, si on peut appeler ça problème, sur les 9 frontières de notre pays. Lorsque les puissances occidentales décident de limiter nos frontières, ils ne tiennent pas compte de la physionomie des gens. Non. Ils ne tiennent pas compte des populations qui y habitent. Ils n'ont consulté personne. Exactement. Donc, ce qui fait que, comment expliquer que ça ne pose pas de problème ailleurs, mais ça pose uniquement problème à la frontière avec le Rwanda et le Burundi? C'est justement simplement parce que là, il y a des populations qui ne ressemblent pas aux autres, qui vivent des deux côtés. Et ce sont les Tutsis. Les Banyamulenge, Tutsis, il y a les Tutsis du nord Kivu et les Banyamulenge au sud Kivu. C'est ça qui pose problème. C'est là où le bas blesse. Parce qu'on ne dit pas la vérité à notre population. Voyez-vous? Mais cette population transfrontalière, ce n'est pas la simple caractéristique de l'Est. Oui. On en a partout. Vous prenez le Congo central ici, vous prenez l'Ubangi avec les Nord, l'Ubangi avec la République centrafricaine. Bref, tous les 9 voisins, Oui. vous avez presque, enfin, vous avez partout des populations de part et d'autre, Bien sûr. transfrontalières. Bien sûr. Mais aucune autre population ne pose autant de problèmes que les Tutsis. Ben justement, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est la différence au niveau du faciès qui pose problème. Vous dites que c'est simplement que ça. Essentiellement. Essentiellement. Parce que la question de la communauté Banyamulenge, la question Tutsi en général, ne se pose pas qu'aujourd'hui. Elle ne se pose pas qu'aujourd'hui. Elle se pose pratiquement depuis l'indépendance de notre pays. Vous savez que lorsque vous êtes à Goma, vous avez visité Goma? Oui, bien sûr. La ville de Goma et la ville de Gisenyi, qui se trouve au Rwanda. Y a-t-il une frontière naturelle? Non, non, il n'y a pas. Les populations, une personne qui est dans une maison à Goma peut Birere, là, on traverse. peut parler à une personne dont la maison est à Gisenyi, au Rwanda. Oui. Pratiquement, il n'y a pas 10 mètres. Il y a juste une petite zone neutre, n'est-ce pas? Qui est en fait la continuité d'un même espace. Et les gens peuvent se parler comme ça. Alors, dites-moi par quel phénomène on a pu prendre tous les Tutsis, les mettre d'un même côté, et prendre toutes les autres populations, parce qu'elles vivaient ensemble. Je vous prends l'exemple de la communauté Hutu, n'est-ce pas? Qui parle exactement la même langue que nous. Les Kinyarwanda. N'est-ce pas? Oui. Le Kinyarwanda, le Kinyamulenge, parce qu'il y a des différences, mais on pourra toujours en parler lorsque nous allons évoquer l'aspect de l'histoire, Oui. parce qu'il y a des différences. Ah, ok. Alors, les Hutus, par exemple, est la population majoritaire au Rwanda. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. La population majoritaire au Rwanda. Bien sûr. Ils sont plus de 60% de la population au Rwanda. Ouais. Et les Tutsis ont plus ou moins, ils sont évalués entre 30 et 40%. N'est-ce pas? Cette même communauté Hutu se retrouve au Congo. Oui. N'est-ce pas? Dans le Rutshuru. Dans le Rutshuru. Ouais. Avec des personnalités très connues, des Comme, professeurs d'université. Oui. Je ne vais pas le citer. Il y a le professeur Machako. Oui. Il y a eu le professeur, une personnalité qui s'exprime beaucoup ces derniers temps, le professeur Nyabirungu, sur les questions de la Constitution, ainsi de suite. Il est de cette communauté-là. Alors, pourquoi pour eux ça ne pose pas problème? Simplement parce qu'ils sont bantous. Parce qu'ils ressemblent à la majorité de la population.
Parce qu'ils sont bantous, et qui, même s'ils parlent Kinyarwanda, ça ne pose pas de problème. Mais pour la communauté Tutsi, et c'est là où je vous parle du phénotype, je vous parle du délit de faciès qu'on nous reproche. C'est ça, c'est un délit de faciès, en vérité. C'est parce que nous sommes différents sur le plan. Là, vous risquez, sinon, vous installez les éléments pour prévenir un génocide aussi. Non, je considère que nous avons des dirigeants responsables qui ne permettront pas que même ces pêcheurs en eau trouble puissent mettre en exécution leur projet macabre. À propos des dirigeants. Mais, simplement, je voudrais insister sur le fait que voilà deux communautés, n'est-ce pas? La communauté Hutu et la communauté Tutsi. L'une est nilotique, l'autre est bantou. Ils vivent, les deux communautés, à cheval entre deux pays, n'est-ce pas? L'une des communautés est acceptée sans problème, parce qu'elle ressemble à la majorité de la population, et l'autre est rejetée parce qu'elle ne ressemble justement pas. Oui, mais vous savez, c'est peut-être aussi cela qui risque de poser problème. Quand on vous entend parler, donc facilement on se dit, ah, tiens, mais ils sont en train de se réfugier derrière un bouclier identitaire, alors que, j'allais dire même en ajoutant minoritaire, parce qu'on entend trop souvent cette expression, alors que ce pays n'est qu'un pays des minorités, et que, bon, je ne sais pas moi si l'approche, le regard que les gens ont sur les autres, c'est il est bantou, il n'est pas bantou. Mais pour répondre à votre question, je voudrais vous dire, vous avez posé une question très pertinente. Vous dites pourquoi ça ne pose pas problème sur les 9 frontières et ça pose problème uniquement là où il y a les Tutsis. Vous avez la réponse à votre question. Donc il y a un problème avec cette minorité-là. Toutes les autres minorités, puisque vous dites que le Congo c'est la minorité, partout nous sommes tous des minorités, d'accord. Mais pourquoi ça ne pose problème qu'avec cette minorité-là? Vous avez besoin d'être sécurisé davantage? Mais bien sûr, nous avons besoin d'être sécurisés. C'est peut-être pour cela que l'ambassadeur était là aussi. Non, pas du tout. Pas du tout. La mission de l'ambassadeur est une mission qui l'a conduit à l'Équateur, ça l'a conduit dans le Nord Kivu, ça l'a conduit à Minembwe. Donc ça n'avait rien à voir uniquement avec la communauté. Il est parti, d'après ses propos, il était dans une mission qui le conduisait dans des zones de conflit. Là où, d'ailleurs, c'est le gouvernement congolais, c'est notre gouvernement congolais qui a sollicité les États-Unis afin qu'ils puissent accompagner notre pays dans sa quête de stabilité, dans sa quête de sécurisation de nos populations et de développement de nos populations. C'est ça la mission qu'il a amenée dans les différents endroits où il est passé. Et Minembwe n'est pas une exception, parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a une crise armée au niveau de Minembwe. Donc, ça n'a rien d'exceptionnel. D'accord. Alors, peut-être pour terminer cette première partie, vous vous sentez proche comme communauté du FCC ou bien du CACH? Non, je pense que là, il faudrait... La communauté n'a pas de coloration politique. Il y a des personnes qui se sentent proches de CACH, d'autres qui se sentent proches du FCC, d'autres qui se sentent proches de l'opposition, la Mouka. Il n'y a pas de coloration politique particulière. Même si Martin Fayoulou a sérieusement brocardé votre communauté. Hein? Ah, mais c'est clair qu'aujourd'hui, notre regard vis-à-vis d'un homme politique comme Fayoulou a bien changé. Hein? Lorsqu'un homme politique, ancien candidat président de la République, qui est censé rassurer toutes les communautés de son pays, va dans la presse et parle de territoires occupés, d'occupation, ainsi de suite, il est clair que c'est un discours qui ne rassure pas. Ce n'est pas un homme qui peut rassurer toutes les communautés de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il va faire de ces populations Banyamulenge ou les autres populations d'expression rwandophone? Demain, il va vous dire, parce que je suis président de la République, quittez la République démocratique du Congo. C'est à cela que nous nous attendons.
après avoir entendu son discours. Et je trouve que ce n'est pas responsable. Ce n'est vraiment pas responsable de la part d'un homme d'État. Ce n'est pas ce type de discours que nous attendons d'un homme de cette trempe. Peut-être qu'il a voulu aussi surfer sur, Mais exactement. j'allais dire, une tendance populiste ou populaire. Non, mais il est de bon ton d'être anti-Banyamulenge. Voilà. Mais c'est de la politique politicienne. Voyez-vous? C'est de la politique politicienne. Et pour faire d'un homme un homme d'État, le premier citoyen de la République démocratique du Congo, on doit quand même tenir compte de ce genre de choses. Je suis désolé. Le discours de M. Fayulu a commencé d'abord par la vérité des urnes. Parce que c'était un discours, c'est une recette qui marchait. N'est-ce pas? Et effectivement, il l'a utilisé. Mais aujourd'hui, il se rend compte que ce discours commence à s'essouffler. Et il a aujourd'hui pris le discours de la balkanisation. Alors, quand vous parlez de balkanisation, ça reste imaginaire. Alors, il faut identifier, pour donner un corps à votre discours, il faut identifier, il faut parler des agents de la balkanisation. Parce qu'à partir de ce moment-là, votre discours prend corps. Qui sont les agents de la balkanisation? C'est cette communauté-là. Ce sont les Banyamulenge, ce sont les Tutsis congolais. Voilà les agents de la balkanisation. Et lorsque vous tenez ce type de discours, vous jetez en pâture toute une communauté de ce pays, toute une communauté. Si aujourd'hui des populations ou des individus se lèvent et commencent à s'attaquer à cette communauté-là, ils portent une responsabilité. Ils portent une responsabilité. Et croyez-moi, devant la justice, puisque nous parlons que nous sommes en train de construire un état de droit aujourd'hui, nous sommes en train de construire un état de droit. Donc si cela est vrai, nous devons être tous comptables des propos que nous tenons. Si pas aujourd'hui, demain, croyez-moi, il rendra des comptes. Est-ce que Azarias Robero est lâché par... Laissez-moi dire une autre chose là-dessus, parce que c'est quand même assez grave. Vous savez qu'à la suite de son appel à la résistance ou à la marche contre la balkanisation, des membres de ma communauté, la communauté Banyamulenge, ont été attaqués. Déjà? À Uvira. Des gens ont été agressés. Ah bon? Ah oui. Des gens ont été agressés à Uvira. Il y a même eu des messages dans les radios locales d'appel à la haine ethnique, d'appel au fait qu'on puisse s'en prendre à cette communauté-là. Voilà la responsabilité. Voilà sa responsabilité. Parce que ces personnes répondent à un appel. Parce qu'ils se sentent attachés, ils se reconnaissent dans un homme politique, dans une personnalité politique. Ils croient bien agir, ils croient même être patriotes en agissant de la sorte. Parce que lorsque vous parlez de balkanisation... Donc là je vous vois venir, il est pour vous auteur intellectuel. Absolument. C'est le terme d'ailleurs que nous avons utilisé dans notre déclaration. Il est auteur intellectuel. Ce n'est pas Fayulu qui ira attaquer un individu, mais toutes ces masses. J'ai vu des vidéos. J'ai vu des vidéos des personnalités qui lui sont proches, qui demandaient aux gens en disant « Bope Sabiso Manduki ». Esika Banyamulenge Bazali, donc on identifie une population, on les localise et sur base de cela, des gens peuvent effectivement poser des actes qui vont dans le sens comment je vais dire, attaquer, exterminer, tuer, ainsi de suite. Ce n'est pas responsable. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Bien. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette émission avec Alexis Guissaro. Donc, pour vous qui nous avez suivis, veuillez suivre la prochaine émission qui va être la suite de celle-ci. Merci et à très bientôt.